Salut et bienvenue dans cette vidéo. Nous parlerons de la propagation d'une onde mécanique dans cette vidéo, leçon de la classe du terminal scientifique. Comme objectif, il sera question d'avoir les capacités suivantes. Décrire une onde à l'aide de ses caractéristiques. Expliquer le fonctionnement du système mettant en jeu des ondes. Différencier une onde transversale d'une onde longitudinale. Comme contenu, nous allons aborder la notion de signal et d'onde mécanique. Ensuite, la propagation d'une onde mécanique progressive. Dans cette partie, nous allons développer les points suivants. Définition et caractéristiques d'une onde mécanique progressive. Production des ondes mécaniques périodiques. Équation de propagation d'une onde mécanique. Et finalement, étape vibratoire des points du milieu de propagation. Nous commençons avec la première partie. Notion de signal et d'onde mécanique. C'est quoi un signal? Un signal, c'est une perturbation locale de courte ou de longue durée se propageant dans un milieu. Lorsque le signal est de courte durée, il constitue un ébranlement. Et lorsqu'il est de longue durée, il constitue une onde entretenue. Il ne sera cependant pas rare de considérer une onde comme un signal et en même temps comme un ébranlement. Une onde est un phénomène résultant de la propagation d'une succession de signaux dans un milieu émis par une source. Vous voyez à peu près la différence entre un signal, un ébranlement et une onde. L'onde résulte du phénomène de propagation d'une succession de signaux dans le milieu. Les types d'ébranlement. On distinguera l'ébranlement transversal et l'ébranlement longitudinal. Dans un ébranlement transversal, la direction de propagation du signal est perpendiculaire à la direction de déformation. Exemple, le signal dans une corde ou à la surface d'un liquide. Si vous laissez une pierre tomber en un point quelconque de la surface libre d'un liquide au repos, il va donc naître des rides circulaires. Il y aura déformation du liquide dans ce sens. Perpendiculairement, les rides circulaires vont naître et vont se propager horizontalement, c'est-à-dire dans ce sens. Il s'agit là d'un ébranlement transversal. La direction de déformation est perpendiculaire à la direction de propagation. C'est également le cas dans une corde. Nous avons ici par exemple une corde sans déformation. Lorsqu'on excite la corde en ce point-ci, ce point d'entrée à l'extrémité, il s'ensuit donc une déformation, une onde qui va naître dans la corde et doit donc progresser horizontalement. Donc vous avez le sens de déformation également qui est vertical et propagation qui est horizontale. Donc cette sinusoïde va donc avancer partant d'un point origine vers l'autre extrémité de la corde. Là nous avons affaire à un signal dans une corde. Signal dans une corde et le signal à la surface de l'eau. Qu'en est-il maintenant d'un ébranlement longitudinal? Dans un tel ébranlement, la direction de propagation du signal est parallèle à la direction de déformation. Exemple, le signal qui se propage le long d'un ressort. Vous voyez ici, si on compresse le ressort à ce niveau et on lâche, vous voyez, cette zone de compression va donc avancer horizontalement dans le ressort. Il s'agit d'un ébranlement longitudinal. Comme vous pouvez voir dans la deuxième figure, la direction de propagation est égale à la direction de perturbation ou de déformation. 2. Onde mécanique progressive. Définition et caractéristiques. Une onde mécanique est une onde qui nécessite un milieu matériel élastique pour se propager. Une onde mécanique progressive est une vibration entretenue qui s'éloigne de sa source de production. Donc ça progresse. Donc une onde mécanique nécessite un milieu matériel élastique pour se propager. Et une onde mécanique progressive est une onde ou une vibration entretenue qui s'éloigne de sa source de production. Quelles sont les caractéristiques d'une onde mécanique progressive? Elle est caractérisée par sa célérité, qui est la vitesse de propagation de l'onde, généralement notée C ou bien V. Dans tout milieu homogène, les ondes progressives se propagent à la célérité constante. Elle est donnée par la relation C égale à D sur T, c'est-à-dire distance sur le temps. D étant la distance parcourue par l'onde en mètres, T est la durée pour franchir la distance D en secondes et C la célérité de l'onde en mètres par seconde. Nota bene, le long d'une corde, la célérité a pour expression
C égale à racine de F sur mu, où F est la tension de la corde en newton, mu est la masse linéique en kg par mètre et C la célérité de l'onde en mètres par seconde. Mu qui est la masse linéique là, c'est le quotient de la masse par unité de longueur. Voilà, mu c'est la masse sur la longueur utile de la corde. Deuxième caractéristique, la longueur d'onde ou encore la période spatiale de l'onde. C'est la distance parcourue par l'onde pendant une période temporelle t de la source. Elle est donnée par la relation lambda égale à ct, ou encore c sur f plus que t c'est l'inverse de la fréquence, ou bien encore que la fréquence est l'inverse de la période. Ça nous donne c sur t et c sur f. F étant la fréquence de l'onde en Hz, t la période de l'onde en secondes, c la célérité de l'onde en mètres par seconde, lambda la longueur d'onde en mètres. Voilà donc les principales caractéristiques d'une onde mécanique. 2. Production des ondes mécaniques périodiques. Pour produire une onde mécanique périodique, on utilise une cuve à ondes ou une longue corde élastique comme milieu de propagation. Ensuite, un vibreur de fréquence F comme source des ondes et un stroboscope de fréquence variable FE pour l'observation. Le stroboscope aura pour rôle ici d'immobiliser le phénomène observé afin de permettre à l'œil de voir exactement ce qui se forme à la surface du liquide ou le long de la corde. Onde progressive périodique à la surface d'un liquide. Lorsque la pointe du vibreur excite la surface d'un liquide en haut, on observe des rides circulaires concentriques et équidistantes se propageant lentement à partir du point O. Voir figure ci-après. Voilà donc ce que l'on observe. Nous avons un vibreur qui frappe un point O de la surface du liquide. Il naît alors des rides concentriques circulaires à la surface du liquide. Ces rides-là naissent et progressent ou s'éloignent lentement du point O. On verra à la surface de ce liquide des points où l'amplitude de l'onde est minimale, c'est-à-dire les creux, et les points où l'amplitude de l'onde est maximale, les crêtes. Donc si on effectue une coupe transversale, on aura un truc comme ceci. Là, ce sont les crêtes, amplitude maximale ici. Et puis ici, on a les creux, les points où l'amplitude de l'onde est minimale. Là, c'est l'eau en dessous. La distance qui sépare donc deux crêtes consécutives de même nature, c'est lambda, que vous voyez ici. Deux crêtes consécutives de même nature, c'est la longueur spatiale. Je veux dire la période spatiale, que l'on note généralement lambda. Onde progressive périodique le long d'une corde élastique. Ça, c'est le deuxième cas. Lorsque l'une des extrémités de la corde est reliée à un vibreur, on verra la figure tout à l'heure, et l'autre passe par la gorge d'une poulie, où se trouve du coton ou un tampon droit pour empêcher la réflexion des ondes incidentes, on observe une sinusoïde avançant lentement sans se déformer le long de la corde utile, comme le montre la figure ci-après. Nous avons notre figure. Nous avons ici le vibreur. Nous avons la corde utile au repos en pointillé. L'autre extrémité de la corde passe par la poulie et on a fixé un solide pour tendre la corde. La longueur utile, c'est la partie de la corde qui part de O à A. Nous avons ici un tampon droit pour empêcher la réflexion de l'onde, c'est-à-dire pour éviter le phénomène d'onde stationnaire que nous verrons dans une autre leçon. Donc, lorsque le vibreur est mis en marche ici, son mouvement est donc transmis à la corde. Il va donc naître dans la corde une sinusoïde, qui ici est une onde entretenue, c'est-à-dire une succession de signaux qui vont aboutir au point A, au niveau de la poulie. Comme je disais tantôt, la distance qui sépare deux crêtes consécutives de même nature est la longueur d'onde, qui représente la période spatiale de l'onde. Nous passons à l'équation de propagation d'une onde mécanique 2,3. Considérons une onde d'amplitude A se propageant dans une direction OX. À l'instant initial, l'élongation de la source passant par l'origine O du repère dans le sens positif est Y0 égale à A sinus oméga t. Un point M du milieu reproduit le mouvement de la source après un retard. Θ égale à OM sur C, ce qui est égal à X sur C, c'est-à-dire la distance parcourue sur la vitesse de l'onde, la vitesse de propagation de l'onde. Θ correspond au temps de propagation de l'onde de O à M.
on peut revenir revoir ça ici. Donc, nous sommes ici au point M. Je prends le cas de la corde. Nous sommes ici au point M. Θ correspond au temps mis par l'onde pour quitter O et atteindre M. La distance donc qui sépare O de M est notée X. Θ sera donc égal à X divisé par la vitesse de l'onde qu'on appelle la célérité de l'onde. Dans ce cas, l'élongation YM du point M s'écrit YM de Tx égale à Y0 de T moins θ, c'est-à-dire moins le retard. Y0 étant égal à A sinus oméga T. Donc remplace T par T moins θ au point M. Oméga étant égal à 2pi sur T. Et C c'est lambda sur T. Ou encore lambda c'est C fois T. On obtient au final Y au point M égale à A sinus de 2pi T sur grand T moins 2pi sur lambda fois X. On voit donc que cette équation finale, c'est-à-dire l'élongation du point M, est fonction de deux paramètres, T et X, c'est-à-dire le temps et l'espace. Et nous avons grand T et lambda. Nous avons donc ici une période temporelle et ici la période spatiale. On peut encore écrire cette notation comme ça. Ym égale à A sinus oméga facteur de T moins θ. Puisqu'on a dit Ym est égal à Y0 de T moins θ. On remplace ici T par T moins θ. Donc ça nous fait A sinus oméga facteur de T moins θ. Et comme on a vu que oméga c'est 2pi sur T, si on remplace et on fait entrer, vous voyez que ça fera A sinus de 2pi sur T fois T moins 2pi sur grand T fois θ. Et on remplace θ maintenant par X, ça va faire 2πx sur Ct. On voit donc que Ct, c'est lambda. C'est pourquoi en bas là, nous avons ici lambda. Par ailleurs, on peut encore noter que Ym est égal à A sinus oméga T moins Kx. Oméga ici est la pulsation, K est le nombre d'ondes. Le nombre d'ondes. Ce nombre d'ondes est égal à 2pi sur lambda. Et si on parle du vecteur d'onde, il suffira tout simplement de mettre le vecteur K égale à 2pi sur lambda. Comme on est suivant X, on va mettre le vecteur unitaire I. Vecteur I. Donc K, vecteur d'onde, sera égal à 2pi sur lambda fois le vecteur unitaire I. Là, c'est ce qu'on appelle le vecteur d'onde. Et le nombre d'ondes, c'est K tout simplement égal à 2pi sur lambda. En guise de remarque, on se rend compte que l'élongation Ym présente deux périodes, comme ça a été mentionné précédemment, une période temporelle T et une période spatiale lambda. On parle donc ainsi de la double périodicité des ondes progressives. Vous avez dans la relation la période temporelle et la période spatiale. On parle de double périodicité des ondes progressives. 2.4. État vibratoire de deux points du milieu de propagation. Pour donner l'état vibratoire de deux points du milieu de propagation, on sera appelé à déterminer la différence de phase delta phi entre deux points, ce qui permettra de conclure quant à leur état vibratoire. Entre deux points M et N d'abscisse XM et XN, le déphasage delta phi a pour expression delta phi égale à 2pi sur lambda facteur de XM moins XN. Il suffit de poser par exemple Ym égale à A sinus 2pi sur T fois T moins 2pi lambda XM. Et Yn maintenant égale à A sinus 2pi sur T fois T moins 2pi sur lambda Xn. Donc je vais vous expliquer comment obtenir cette relation rapidement. Donc nous avons ceci, on va poser Ym égale à ça. Et ce qui équivaut à tout ceci plus phi m. Donc phi m représente le moins 2pi sur lambda xm. Pareillement, on prend Yn, cela nous donne ceci. Et finalement, on a plus phi n, où phi n représente ceci. On fait maintenant la différence de phase. On calcule la différence de phase. Delta phi égale à phi n moins phi m. On obtient donc 2pi moins 2pi sur lambda xn plus 2pi sur lambda xm. Vous voyez? Ce qui donne d phi égale à phi n moins phi m égale à 2pi sur lambda xm moins xn que voici. Voilà, une fois qu'on a obtenu la différence de phase, premier cas, si delta phi est égal à 2kpi, ça veut dire que xm moins xn est égal à k lambda. Vous voyez que les deux pi vont se simplifier. 2 et pi, 2 pi là vont se simplifier. On aura tout simplement xm moins xn égale à k fois lambda.
Parce que ceci là, on pourra encore poser comme ceci. Égal à 2kπ. Vous voyez que dans ce cas, les 2π se simplifient. Ici, on a 2, ça fait donc xm moins xn sur lambda égale à k. Donc, xm moins xn égale à k fois lambda. Avec k appartenant à z. On conclut donc que les points M et N vibrent en phase. C'est tout. Donc, lorsque la différence de marche, ça c'est la différence de marche. Maintenant, on part de la différence de phase et on obtient la différence de marche. Si ça nous donne k lambda, alors les points M et N vibrent en phase. Vous voyez, comme disait, xm moins xn encore égale à delta x est appelé différence de marche. Si maintenant delta phi est égal à 2k plus 1 pi, on aura xm moins xn égale à 2k plus 1 fois lambda sur 2 avec k appartenant à z. Dans ce cas, on conclut que les points M et N vibrent en opposition de phase. Donc lorsque la différence de marche est égale à 2k plus 1 fois lambda sur 2, les points M et N vibrent en opposition de phase. Si maintenant delta phi est égal à 2k plus 1 fois pi sur 2, la différence de marche nous donne 2k plus 1 fois lambda sur 4. On conclut que les points M et N vibrent en quadrature de phase. Et voilà, c'est terminé pour l'état vibratoire de 2 points. Et ainsi, nous mettons fin à cette leçon et à cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez donc pas à vous abonner si vous êtes nouveau et à activer la cloche de notification. Laissez-moi un commentaire et un pouce bleu. On se dit au revoir et à la prochaine.